Elle ignorait tout du fonds fiduciaire d'1 billion de dollars qui venait d'être transféré à son nom. Mais lui savait parfaitement ce qu'il faisait en franchissant la porte. Le nouveau-né dans ses bras n'avait pas cessé de pleurer depuis 3 heures, mais le biberon était épuisé. Le chauffage était coupé et la neige tombait si abondamment dehors qu'elle distinguait à peine la rue à travers la vitre givrée. Il l'avait quittée, non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement, les abandonnant toutes les deux dans un appartement au rez-de-chaussée, sans argent, sans famille, alors que l'hiver s'abattait sur elle comme un poing. Elle mourait de faim. Le bébé mourait de faim. Les avocats, qui tentaient de la joindre, n'y parvenaient pas car il avait coupé son abonnement téléphonique 2 jours avant sa disparition. Ce qu'elle fit durant les 72 heures qui suivirent allait la transformer d'une mère désespérée, au bord de la mort, en une personne qu'il n'aurait jamais imaginée. Mais lorsqu'il revint en rampant, à genoux, les larmes ruisselant sur son visage, il était bien trop tard. Savait-il ce qui l'attendait dans son sang? Avait-il calculé qu'en la laissant au plus bas, il en tirerait profit plus tard? Et quand la vérité l'atteindrait enfin, quand elle découvrirait l'héritage qui lui revenait depuis toujours, la clémence serait-elle possible? Ou la neige qui avait failli la tuer deviendrait-elle la justice glaciale qu'il méritait vraiment? L'appartement était si froid ce matin-là qu'Emma Thorne pouvait voir son souffle flotter dans l'air comme de petits fantômes. Mais le bébé blotti contre sa poitrine était bien au chaud, et c'était tout ce qui comptait à cet instant. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours, mais les crampes de la faim s'étaient muées en une douleur sourde, plus proche du souvenir que de la sensation physique. La neige tombait depuis minuit, mais la fenêtre laissait passer l'air, et la glace commençait à se former sur la vitre intérieure, dessinant des motifs délicats et cruels. Tyler était parti il y a 3 jours, mais la place qu'il occupait dans sa vie était encore vive, comme une plaie qui ne se refermait pas. Il avait tout emporté, ses vêtements, son ordinateur portable, sa carte bancaire, son chéquier, et même l'argent qu'elle avait caché dans la boîte à café. Mais il avait raté l'alliance qu'elle avait déjà mise en gage la semaine précédente pour acheter des couches. Le lait en poudre avait disparu lui aussi. Mais elle essayait d'allaiter la petite Ava avec des seins qui ne produisaient presque rien, car son propre corps se consumait par manque de nourriture. Emma avait été belle autrefois, grande et gracieuse, avec des cheveux couleur miel et des yeux gris-vert qui, selon Tyler, lui rappelaient le Pacifique. Mais 3 jours de famine et de stress avaient creusé ses joues et accentué les cernes sous ses yeux. Elle avait rencontré Tyler lors d'un événement d'entreprise 2 ans auparavant, mais leur idylle passionnée avait masqué sa véritable nature. Il avait été charmant et attentionné, mais le masque avait commencé à tomber dès qu'elle était tombée enceinte. En public, il l'avait soutenue, mais en privé, il était devenu froid, calculateur, distant. La nuit de la naissance d'Ava, Emma avait cru apercevoir des larmes dans ses yeux. Mais avec le recul, elle se demandait si ce n'était pas le reflet des lumières de l'hôpital. Il avait tenu le bébé pendant exactement 4 minutes, mais ses mains étaient raides et maladroites, et lorsque l'infirmière avait essayé de lui montrer comment soutenir correctement la tête d'Ava, il l'avait rendu en prétextant devoir passer un appel professionnel. Le téléphone sur le comptoir de la cuisine était débranché, mais Emma ne le savait pas encore lorsqu'elle avait tenté d'appeler l'ancien numéro de sa mère, un numéro hors service depuis 7 ans, depuis l'accident de voiture qui avait emporté ses 2 parents un soir pluvieux de novembre. Elle avait alors 21 ans, mais le chagrin l'avait fait vieillir prématurément. Elle n'avait pas de frères et sœurs, mais ses parents étaient tout son univers, et leur disparition l'avait plongée dans une dérive qu'elle ne comprenait toujours pas pleinement. Tyler lui avait semblé être un salut lorsqu'elle l'avait rencontré, mais le salut, elle le comprenait maintenant, pouvait se cacher sous le masque de la damnation si l'on y prenait garde. Ava gémissait contre sa poitrine, mais Emma n'avait rien d'autre à lui offrir que le doux fredonnement d'une berceuse que sa propre mère avait l'habitude de chanter. La mélodie était triste, mais elle représentait aussi un lien avec quelque chose de permanent, quelque chose qui transcendait le froid, la faim et la peur. Le radiateur dans le coin ne fonctionnait plus depuis 4 jours, mais la propriétaire avait cessé de répondre à ses appels des semaines auparavant, lorsque Tyler avait cessé de payer le loyer. Ce qu'Emma ignorait, ce qu'elle ne pouvait absolument pas savoir car les lettres de l'avocat avaient été interceptées, leurs appels bloqués, leurs courriels filtrés dans un dossier de courriers indésirables par le même homme qui l'avait abandonnée. Était-ce son grand-père maternel? Un homme qu'elle n'avait jamais rencontré et dont elle n'avait perçu l'existence que par bribes, à travers les récits soigneusement gardés de sa mère, était décédé 6 semaines plus tôt à Singapour. Gordon Whitfield avait été un titan de la finance internationale, mais aussi un homme rongé par de profonds regrets.
Il avait renié sa fille, Catherine, la mère d'Emma, lorsqu'elle avait épousé un comptable de la classe moyenne plutôt que l'héritier du pétrole que Gordon lui avait choisi. Mais ce regret s'était développé comme un cancer au fil des décennies. Catherine n'avait jamais tout raconté à Emma, mais elle avait un jour laissé entendre, sous l'effet du vin, que son père était un homme qui privilégiait le contrôle à l'amour, le pouvoir à la famille. Gordon avait passé ses dernières années à rechercher sa fille. Mais lorsque ses détectives privés avaient découvert la vérité, Catherine était décédée 7 ans plus tôt, sa santé déclinait. Le fonds fiduciaire qu'il avait constitué était destiné à Catherine, mais les conditions étaient strictes. Si Catherine décédait avant lui, tout reviendrait à ses enfants. Emma était l'unique héritière d'une fortune qui se chiffrait en billions une fois pris en compte les actifs, les participations, les sociétés et les investissements. Cependant, la procédure de notification était complexe, rigoureuse et nécessitait une vérification en personne. Le cabinet d'avocats chargé de la succession, Rothman, Silverman et Associés, basé à Manhattan, avait envoyé 3 colis par coursier, mais Tyler les avait tous interceptés. Il avait signé les lettres d'une signature falsifiée, mais son écriture, trop anguleuse, trop masculine, ne convenait pas à la fluidité de celle d'Emma. Il les avait ouvertes en secret, mais ce qu'il avait lu avait bouleversé tous ses calculs. Tyler Bradford n'était pas seulement analyste financier dans une société d'investissement de taille moyenne, mais aussi un homme qui avait bâti toute son identité sur l'apparence d'une richesse qu'il ne possédait pas. Avant de rencontrer Emma, son appartement, situé dans un immeuble de luxe, était meublé en location. Ses cartes de crédit, qui finançaient son train de vie, étaient à découvert et dissimulées derrière un système de transfert de soldes et de paiement minimum. Il voyait en Emma un projet, mais surtout, il la percevait comme une personne vulnérable, sans famille, qu'il pouvait contrôler. Lorsqu'il avait ouvert cette première lettre et vu les mots « fonds fiduciaire de 1000 milliards », sa première réaction n'avait pas été la joie, mais la rage. La rage de voir cette femme qu'il avait manipulée, isolée et contrôlée, sur le point de devenir l'une des personnes les plus riches de la planète. Mais surtout, la rage de l'avoir déjà épousée, ce qui signifiait qu'en cas de divorce, il ne toucherait absolument rien si elle héritait avant la fin des 10 années de mariage, durée minimale requise par la loi new-yorkaise complexe sur le partage équitable des biens. Le calcul était simple à ses yeux. Partez avant qu'elle ne découvre la vérité, mais assurez-vous qu'elle soit suffisamment désespérée pour que, lorsqu'il reviendrait plus tard, après avoir établi un schéma de soutien et d'attention grâce à des cadeaux et une communication soigneusement documentée, il puisse se réconcilier et se positionner pour un accès à long terme à l'argent. Il s'était trompé sur bien des points, mais sa plus grande erreur avait été de sous-estimer la femme qu'il avait laissée derrière lui. Emma se leva du canapé usé, les jambes tremblantes de faiblesse, et porta Ava jusqu'à la fenêtre. La neige était belle à sa manière, mais aussi mortelle, et elle voyait les congères s'amonceler contre l'entrée de l'immeuble. Le concierge avait cessé de déneiger il y a 2 jours, mais Emma soupçonnait qu'on lui avait dit que les occupants de l'appartement allaient bientôt partir. Elle avait besoin de manger. Mais surtout, Ava avait besoin de lait en poudre. Le bébé avait 5 semaines, mais elle avait déjà maigri, et Emma pouvait voir la fragilité de ses petits poignets. Sa peau semblait presque translucide dans la lumière grise du matin. Le désespoir était désormais une réalité physique, mais loin d'émousser la pensée d'Emma, il l'aiguisait. Avant Tyler, avant sa grossesse, avant cet isolement systématique, Emma travaillait comme graphiste indépendante. Elle était douée, suffisamment talentueuse pour facturer des tarifs élevés à des entreprises clientes. Tyler l'avait convaincue d'arrêter les contrats 6 mois après le début de sa grossesse, mais il avait présenté cela comme une préoccupation pour sa santé, alors qu'il s'agissait en réalité d'une nouvelle forme de contrôle. Mais Emma avait toujours son ordinateur portable, même si Tyler l'avait considéré comme bon à acheter lorsqu'il l'avait oublié. Elle avait aussi encore le mot de passe de son ancien site web professionnel. L'immeuble proposait le Wi-Fi, mais la connexion était lente et peu fiable. Elle déposa Ava dans le berceau, un achat d'occasion dans une friperie, l'un des rares articles de puériculture que Tyler n'avait pas réussi à la convaincre de ne pas juger superflu. Elle prit soin d'envelopper le petit corps de toutes les couvertures qu'elle possédait. Les mains d'Emma tremblaient lorsqu'elle ouvrit l'ordinateur portable, mais ses doigts, par réflexe, se portèrent instinctivement sur le clavier. Son site portfolio était toujours actif, mais le formulaire de contact était désactivé. Elle le réactiva, mais elle fit aussi autre chose. Elle publia un message sur toutes les plateformes de freelance auxquelles elle avait accès,
proposant des services de design express à un prix dérisoire. Les réponses tardèrent d'abord à venir, mais en 2 heures, elle avait décroché 3 petits projets. La refonte d'un logo, la création d'une bannière pour les réseaux sociaux et la conception d'un menu pour un restaurant local. Le paiement total s'élèverait à $340, mais il faudrait au moins 3 jours pour que les virements soient effectués. Ava avait besoin de manger avant, mais Emma n'avait d'autre choix qu'une seule solution. Elle enveloppa le bébé dans tous les vêtements chauds qu'elle put superposer. Malgré cela, Ava paraissait incroyablement petite. Emma enfila son propre manteau d'hiver, un vêtement fin que Tyler avait toujours raillé en disant qu'il semblait tout droit sorti d'un vide-grenier, ce qui était le cas, mais elle noua une écharpe autour de son cou et enfila des bottes aux semelles trouées. Le trajet jusqu'à l'église, à 6 pâtés de maison de là, dura 40 minutes au lieu de 10, car Emma devait s'arrêter tous les quelques mètres pour reprendre son souffle. Mais elle continua d'avancer, car s'arrêter lui semblait un aveu de faiblesse. La neige lui arrivait aux genoux par endroits, mais elle patienta, Ava serrée contre sa poitrine comme un talisman. L'église communautaire de Saint-Michel était un modeste bâtiment en briques coincé entre une laverie automatique et une épicerie, mais la lumière à l'intérieur était chaude et dorée. Emma n'avait jamais été religieuse, mais sa mère avait toujours dit que les églises étaient des lieux de refuge, et elle avait besoin de refuge plus que jamais. Le prêtre qui ouvrit sa porte était un homme petit, aux cheveux blancs et au regard bienveillant. Mais il ne posa aucune question en voyant le bébé et le désespoir sur le visage d'Emma. Il s'appelait le père Thomas Riley, mais il dit simplement « Entrez, ma fille ». Et il la conduisit dans un petit bureau chauffé par un radiateur d'appoint qui grinçait mais fonctionnait. Le père Riley avait du lait en poudre. L'église conservait des réserves d'urgence pour des situations comme celle-ci. Mais il avait aussi apporté des sandwichs, du café chaud et une couverture en laine. Emma donna d'abord le biberon à Ava, mais en voyant le bébé téter, en voyant la couleur revenir sur ses petites joues, quelque chose se brisa en elle. Elle s'était retenue par la seule force de sa volonté, mais maintenant, dans la chaleur et la sécurité de cette petite pièce, les larmes lui montèrent aux yeux. Le père Riley n'essaya pas de l'arrêter, mais il resta assis tranquillement, remplissant de temps en temps sa tasse de café, et lorsqu'elle put enfin parler, il l'écouta. Emma lui raconta tout, mais pas dans l'ordre chronologique. Son récit se dévoila par bribes et par souvenirs. Elle parla de sa rencontre avec Tyler lors de cet événement d'entreprise. Mais elle évoqua aussi comment il l'avait peu à peu isolée des quelques amis qu'elle s'était fait en ville. Elle mentionna comment il l'avait convaincue que son travail de graphiste n'était qu'un passe-temps et qu'elle devait se concentrer sur sa présence auprès de lui. Mais elle se souvenait aussi de moments où il avait semblé vraiment heureux, et elle ne pouvait concilier ses souvenirs avec l'image de l'homme qui l'avait abandonnée à son sort. Le père Riley attendit qu'elle ait fini, puis il dit quelque chose qui allait tout changer. « Avez-vous vérifié votre courrier récemment ? Le courrier physique, je veux dire, pas les courriels. » Emma secoua la tête, mais la question lui parut étrange. « La boîte aux lettres est dans le hall, » dit-elle. « Mais je n'ai pas pu y aller depuis des jours. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que parfois, » expliqua prudemment le père Riley, « les informations importantes nous parviennent de manière inattendue, et parfois, ce sont les personnes en qui nous avons confiance qui nous les cachent. » Les paroles du prêtre firent germer une idée, mais Emma était trop épuisée pour les assimiler pleinement. Le père Riley lui proposa de l'héberger dans le petit refuge d'urgence de l'église, une chambre avec 2 lits, généralement réservée aux sans-abri en cas d'intempérie. Emma était infiniment reconnaissante. Cette nuit-là, tandis qu'Ava dormait paisiblement pour la première fois depuis des jours, Emma prit une décision. Elle survivrait, mais surtout, elle comprendrait pourquoi c'était arrivé. Le lendemain matin, avec l'aide du père Riley, elle accéda au hall de l'immeuble. La boîte aux lettres débordait de courriers, mais 3 lettres provenaient de Rothman, Silverman et associés. L'adresse de l'expéditeur était imprimée en lettres d'or, mais les mains d'Emma tremblaient lorsqu'elle ouvrit la première. Les mots se bousculaient d'abord devant ses yeux, puis ils se cristallisaient en phrases incohérentes. Fonds fiduciaire créé par Gordon Whitfield. Valeur totale estimée de 1,2 billion de dollars américains, répartie entre actifs liquides et non liquides et bénéficiaires uniques, vérifiée par des tests génétiques coordonnés avec le dossier médical de votre mère. Emma lut la lettre 3 fois, mais les mots ne lui parurent pas plus concrets. Elle ouvrit la 2e lettre, datée d'1 semaine après la première, mais au ton plus urgent. La 3e lettre, datée de seulement 4 jours,
indiquait que l'entreprise s'inquiétait de l'absence de réponse et se préparait, si nécessaire, à prendre contact directement avec elle par l'intermédiaire des autorités locales. Au bas de la troisième lettre figurait un numéro de téléphone, intitulé « Ligne d'urgence aérienne 24H24 ». Emma emprunta le téléphone du père Riley, mais ses doigts tremblaient tellement qu'elle dut composer le numéro 2 fois. La femme qui répondit se présenta comme Patricia Rothman, associée principale, d'une voix à la fois professionnelle et chaleureuse. « Emma Thorne ?» demanda Patricia, et Emma perçut le soulagement dans sa voix. « Nous essayons de vous joindre depuis 6 semaines. Pouvez-vous confirmer le nom de jeune fille complet de votre mère et votre date de naissance ?» Emma fournit les informations, mais elle avait l'impression de vivre dans un rêve. Patricia posa plusieurs autres questions de vérification, mais chaque réponse semblait dévoiler un nouveau niveau de réalité qu'Emma ne parvenait pas à saisir. « Madame Thorne, dit finalement Patricia, je tiens à ce que vous compreniez que ce que je vais vous dire va paraître impossible, mais cela a été vérifié par 3 cabinets d'avocats indépendants et 2 agences d'expertise comptable internationale. Votre grand-père, Gordon Whitfield, est décédé il y a 6 semaines, mais il a légué tous ses biens à sa fille, Catherine, votre mère. Catherine étant décédée avant lui, vous êtes son unique héritière. Son patrimoine comprend des participations majoritaires dans 17 entreprises du classement Fortune 500, des propriétés sur 6 continents et un portefeuille d'investissement qui font de vous, à l'heure actuelle, l'une des personnes les plus riches de l'histoire. Emma était incapable de parler, mais elle entendait Ava remuer en arrière-plan. Madame Thorne. La voix de Patricia était douce. Je sais que c'est bouleversant, mais j'ai besoin que vous veniez à notre bureau de Manhattan au plus vite. Nous avons des problèmes de sécurité. Avec de telles sommes en jeu, certaines personnes sont capables de choses terribles. Pouvez-vous venir ? Emma pensa à Tyler, mais aussi aux 3 jours qu'elle avait passés à mourir de faim. Oui, dit-elle, mais j'ai besoin d'aide. Patricia répondit aussitôt, une voiture sera là dans l'heure. N'emportez rien. Nous vous fournirons tout le nécessaire. Apportez simplement vos papiers d'identité et votre bébé. Les 72 heures suivantes s'écoulèrent à une vitesse surréaliste, mais Emma les traversa avec une lucidité née de son instinct de survie. Patricia Rothman n'était pas seulement avocate, mais aussi une femme qui avait bâti sa carrière sur la protection des héritiers vulnérables contre les prédateurs. Elle fit en sorte qu'Emma et Ava séjournent dans un penthouse sécurisé à Manhattan. Elle fit également appel à des médecins, des nutritionnistes et des spécialistes de la sécurité. L'équipe médicale fut horrifiée par l'état d'Emma, mais elle la soigna avec dignité tout en la sauvant de la famine. Ava fut examinée par un pédiatre qui confirma que le bébé avait souffert de malnutrition, mais qu'avec des soins appropriés, elle se rétablirait complètement. L'équipe de Patricia mena également une autre enquête. Elle examina Tyler Bradford avec la rigueur d'une opération militaire. Ce qu'elle mit au jour, c'était un système de fraude financière, d'usurpation d'identité et de manipulation qui s'étendait sur une décennie. Tyler avait déjà ciblé des femmes avant Emma, mais elle était la première à tomber enceinte, ce qui avait compliqué sa stratégie de fuite habituelle. Les lettres interceptées constituaient la preuve irréfutable. Mais les enquêteurs de Patricia découvrirent également que Tyler surveillait les courriels et le téléphone d'Emma depuis des mois. Il avait créé des règles de transfert qui envoyaient toute communication contenant des mots comme héritage, succession ou fonds fiduciaires vers un dossier caché qu'il contrôlait à distance. Il savait, dit Patricia en montrant à Emma le rapport d'analyse numérique. Pas tout le montant, peut-être, mais il savait que quelque chose d'important allait arriver, et il a délibérément choisi de vous laisser dans cette situation de grande vulnérabilité, alors que votre séparation était déjà bien établie, tout en conservant suffisamment de preuves d'inquiétude pour pouvoir prétendre que l'abandon n'a jamais été son intention. Emma examina les preuves, mais ce qu'elle ressentit n'était pas de la colère. Pas encore. C'était un froid, une compréhension limpide de qui Tyler avait toujours été. « Que souhaitez-vous faire ?» demanda Patricia, mais sa question était lourde de sens. Emma réfléchit longuement, puis, d'une voix assurée, elle répondit « Je veux qu'il le sache, pas par l'intermédiaire d'avocats ou de lettres. Je veux voir sa tête quand il réalisera ce qu'il a perdu. » Patricia sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. « J'espérais que vous diriez ça. » Le piège était simple, mais élégant. Le cabinet de Patricia fit fuiter des informations par des canaux soigneusement sélectionnés.
Emma Thorne avait été localisée et était représentée par Rothman, Silverman et associés. Mais les informations divulguées laissaient entendre qu'elle contestait un modeste héritage et avait besoin d'aide juridique face à un ex-mari difficile. Les sommes mentionnées dans cette fuite contrôlée étaient suffisamment importantes pour attirer l'attention. 50 millions, peut-être 60, mais loin de la vérité. Tyler mordit à l'hameçon en moins de 24 heures, mais sa démarche était calculée. Il envoya des fleurs au cabinet d'avocat avec une carte où l'on pouvait lire. « Emma, j'ai fait des erreurs, mais je n'ai jamais cessé de vous aimer, toi et Ava. S'il te plaît, laisse-moi réparer ça. » Patricia transmit la carte à Emma, mais elle lui montra également le rapport du détective privé sur les activités de Tyler au cours de la semaine précédente. Il vivait dans une suite d'hôtels payés grâce à une avance de trésorerie provenant d'un prêt à taux d'intérêt élevé. Mais il avait effectué des recherches sur le droit du divorce et contacté 3 avocats différents spécialisés dans le recouvrement de biens matrimoniaux pour les personnes fortunées. « Il croit encore pouvoir te manipuler », observa Patricia. « Mais surtout, il te croit assez vulnérable pour tomber dans son piège. » Emma contempla les fleurs, des roses coûteuses, celles que Tyler lui avait envoyées au début de leur relation, mais elle ne ressentit rien d'autre qu'un vague souvenir de celle qu'elle était auparavant. « Organise une rencontre, dit-elle. Mais je veux que tu sois là, et je veux que tout soit enregistré. » La réunion fut organisée dans une salle de conférence de l'immeuble de bureau de Patricia, mais l'espace avait été choisi précisément pour son impact psychologique. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur Central Park, des fauteuils en cuir coûtant plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens et des œuvres d'art originales que Patricia avait mentionné nonchalamment avoir achetées aux enchères pour à peine 8 chiffres. Tyler arriva vêtu d'un costume qu'Emma n'avait jamais vu auparavant, mais elle remarqua la façon dont son regard scrutait la pièce, calculant, évaluant. Il s'était rasé et coupé les cheveux, mais des cernes sous ses yeux persistaient, que même le maquillage ne parvenait pas à dissimuler. Lorsqu'il aperçut Emma, son expression se transforma en un remords fin, mais elle pouvait désormais discerner le prédateur sous le masque. Elle avait appris à le voir pendant ces 3 jours dans la neige. « Emma », dit-il, et sa voix se brisa au moment précis où il le fallait. « Mon Dieu, j'étais si inquiet. Quand j'ai appris qu'on t'avait retrouvée, que toi et Ava étiez saines et sauves. Je n'arrivais pas à y croire. » Il s'avança vers elle, mais Patricia s'interposa avec aisance. « Monsieur Bradford, » dit Patricia d'un ton froid. « Veuillez vous asseoir. Madame Thorne a accepté cette réunion, mais il y a des conditions à respecter. » Le masque de Tyler se fissura un instant, puis il se reprit et s'assit en face d'Emma. « Bien sûr, je comprends, Emma. Je veux juste m'expliquer. »« Tu nous as laissé mourir de faim, » dit Emma d'une voix calme et factuelle. « Tu as tout pris, mais tu as calculé que je serais assez désespérée pour te reprendre plus tard. Tu as intercepté des courriers juridiques qui m'étaient destinés parce que tu savais que quelque chose se préparait, mais tu ne pouvais pas contrôler ni quand ni comment. » Le visage de Tyler pâlit, mais il tenta de se ressaisir. « Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais... » Patricia fit glisser un dossier sur la table. « Il s'agit d'une analyse forensique de votre surveillance électronique des comptes de Madame Thorne, ainsi que d'une chronologie des correspondances interceptées de notre cabinet. Vous avez signé 3 colis avec une signature falsifiée, mais vous avez été négligent. La caméra de sécurité du bâtiment vous a filmé. » Tyler ouvrit le dossier, mais Emma vit ses mains se mettre à trembler. « La question, » poursuivit Patricia, « est de savoir ce que Madame Thorne compte faire. La fraude postale commise par un homme est un crime fédéral, mais la falsification et l'usurpation d'identité constituent des chefs d'accusation supplémentaires. Elle pourrait vous faire arrêter sur le champ. 2 agents fédéraux attendent devant ce bureau, mais elle voulait vous donner l'occasion de vous expliquer d'abord. » Tyler regarda Emma, mais elle vit qu'il avait changé de tactique. Son expression se transforma en colère, en suffisance. « Tu te crois supérieure à moi maintenant ? Parce que tu as hérité. Tu n'étais rien quand je t'ai rencontrée, Emma. Pas de famille, pas d'avenir, juste une fille solitaire avec une carrière de freelance sans issue. Je t'ai tout donné. » « Tu lui as donné l'isolement et le contrôle, » l'interrompit Patricia. « Mais tu lui as aussi fait un cadeau, sans le vouloir. Tu lui as montré de quoi tu étais capable. Maintenant, c'est à elle de décider de la suite. » Emma se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur le parc.
La neige avait cessé de tomber, mais le paysage était transformé, immaculé et blanc. Elle pensa à l'appartement, mais aussi au moment où Ava s'était enfin endormie après 3 jours de pleurs dus à la faim. J'ai hérité de 1,2 billion, dit Emma, sans se retourner. Pas 50 millions, pas 60 millions, 1,2 billion avec un B. Mon grand-père s'appelait Gordon Whitfield, mais vous ne connaissez pas ce nom car vous ne vous êtes jamais soucié de ma famille. Les avocats essayaient de me joindre depuis 6 semaines, mais vous avez tout intercepté car vous pensiez pouvoir synchroniser votre retour au moment opportun. Le visage de Tyler était passé de pâle à gris, mais lorsqu'il parla, sa voix n'était qu'un murmure. « Emma, s'il te plaît. » Elle se tourna vers lui, mais son expression était inédite. Ni colère, ni haine, mais une compréhension froide et absolue. Tu as laissé ta fille nouveau-née mourir de faim dans la neige parce que tu pensais que cela te donnerait un avantage plus tard. Tu ne savais pas qu'elle hériterait de royaume. Tu savais qu'elle hériterait de quelque chose, mais tu étais prêt à la laisser mourir pour ça. Jamais de la vie, commença Tyler. Mais sa voix se brisa lorsqu'il croisa le regard d'Emma. Je veux que tu saches une chose, dit Emma. Chaque jour, pour le restant de tes jours, tu te souviendras que tu avais tout. Une femme qui t'aimait, une fille, un avenir. Et tu as tout troqué contre ce que tu croyais être une meilleure affaire. Tu liras mon histoire dans Forbes, mais tu liras aussi celle d'Ava, quand elle sera plus âgée. Tu verras la vie que nous avons construite, le bien que nous avons fait, mais tu sauras que tu aurais pu en faire partie si tu avais été capable d'un minimum d'humanité. Tyler finit par craquer. Il tomba à genoux, le visage baigné de larmes qui semblaient sincères, mais qui pouvaient aussi être calculées. S'il te plaît, Emma. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. J'aime Ava. S'il te plaît. Emma le fixa longuement. Puis elle se tourna vers Patricia. Je veux la garde exclusive, une ordonnance restrictive, mais je veux aussi qu'il soit poursuivi pour fraude et faux. Il ne s'en tirera pas comme ça. C'est entendu, dit Patricia, mais elle était déjà en train d'envoyer des SMS aux agents fédéraux. Emma prit son sac, mais avant de partir, elle jeta un dernier regard à Tyler. Tu es venu ici en suppliant, mais le plus tragique, c'est qu'une partie de moi éprouve une certaine pitié pour toi. Non pas à cause de ce que tu vas perdre. Tu l'as perdu dès l'instant où tu as franchi la porte. Mais parce que tu vas passer le reste de ta vie à savoir que tu es le genre de personne capable de faire ça à son propre enfant, une prison dont l'argent ne peut échapper. Elle quitta la salle de conférence sans se retourner. Dans les mois qui suivirent, la vie d'Emma se transforma de manière inimaginable durant ces 3 jours passés dans la neige. Mais elle n'oublia jamais la sensation de ce froid. Elle créa une fondation dédiée au soutien des mères abandonnées et des nourrissons en danger. Elle finança également des initiatives de logement et des programmes de sécurité alimentaire à travers le pays. Ava grandit en bonne santé et forte. Mais Emma veilla à ce que sa fille connaisse un jour toute l'histoire, non pas pour lui apprendre à haïr son père, mais pour lui faire comprendre que les privilèges impliquent des responsabilités et que le plus grand héritage n'est pas l'argent, mais le caractère. Tyler Bradford fut reconnu coupable de fraude postale fédérale et purgea 18 mois dans un établissement à régime allégé. Mais sa véritable punition fut exactement celle qu'Emma avait prédite. Il la verrait se relever depuis chaque cellule, chaque audience de libération conditionnelle, chaque instant de sa vie amoindrie. Mais il ne ferait jamais partie de ce chemin. Le jour de sa libération, Tyler reçut une simple lettre d'Emma, sans amertume ni cruauté. Elle disait simplement: « Je te pardonne, mais cela ne signifie pas que j'oublierai. J'espère que tu trouveras le moyen de redevenir celui que tu prétendais être. Pour toi, pas pour moi. » Tyler conserva cette lettre jusqu'à la fin de sa vie. Mais lui seul pouvait répondre à la question de savoir si elle lui avait apporté la paix ou le tourment. L'histoire d'Emma devint légendaire dans certains milieux. Cette femme, abandonnée à son sort dans la neige, était devenue l'une des philanthropes les plus influentes de l'histoire. Pourtant, elle ne rechercha jamais la notoriété. Elle vivait paisiblement avec Ava, mais elle utilisait ses ressources pour changer discrètement la vie de millions de personnes. Et lors des froides nuits d'hiver, quand la neige tombait doucement et abondamment sous ses fenêtres, Emma serrait sa fille contre elle et se souvenait que les moments les plus difficiles lui avaient appris la chaleur de sa propre force. Mais surtout,
Il lui avait appris que la justice, même froide, pouvait être miséricordieuse. La question n'était pas de savoir si Tyler avait retenu la leçon, mais si le monde avait compris que sous-estimer des mères désespérées était la pire erreur qu'un prédateur puisse commettre. La salle de réunion, au 47e étage de la tour Whitfield, surplombait Manhattan et toute sa complexité scintillante. Mais Ava Thorne se tenait à la fenêtre, les yeux gris verts comme sa mère, même si les siens exprimaient quelque chose de différent. Non pas la dure sagesse de la survie, mais la confiance tranquille de quelqu'un qui avait appris que le pouvoir impliquait des responsabilités. Elle avait 20 ans, mais elle se tenait avec une grâce qui la faisait paraître plus âgée, plus sage. Son discours devait commencer dans 10 minutes, mais Emma observait sa fille de l'autre côté de la pièce et sentit le poids de 20 ans se condenser en un seul instant de profonde gratitude. « Tu es prête ?» demanda Emma d'une voix douce et maternelle, malgré le contexte professionnel. Ava se tourna et sourit, mais c'était un sourire aux multiples facettes. « J'étais prête depuis toujours, maman. Tu y as veillé. » Le gala annuel de la Fondation Whitfield était devenu l'un des événements philanthropiques les plus importants au monde. Mais ce n'était pas l'argent qui le rendait si précieux. C'était l'objectif. 20 ans plus tôt, Emma s'était fait cette promesse dans un appartement glacial, tandis que sa fille nouveau-née pleurait de faim. Mais cette promesse s'était muée en mission. Plus jamais une mère ne subirait ce qu'elle avait subi, et plus jamais un enfant ne souffrirait de la faim à cause de la cruauté ou de l'indifférence d'autrui. La Fondation avait construit des logements pour 15 000 familles, mais elle avait également financé des dispensaires, des programmes de sécurité alimentaire et des services d'aide juridique pour les mères abandonnées. Les chiffres étaient impressionnants. Plus de 3 millions de vies directement touchées, mais d'innombrables autres affectées par les répercussions. Pourtant, Emma n'avait jamais perdu de vue les histoires individuelles qui se cachaient derrière les statistiques. Le gala de ce soir était particulier pour une autre raison. Mais seule Emma et une poignée de ses plus proches conseillers en connaissaient la raison. Patricia Rothman, âgée de 73 ans mais toujours aussi vive d'esprit, s'approcha avec 2 coupes de champagne. Au fil des ans, elle était devenue bien plus que l'avocate d'Emma. Elle était devenue la marraine qu'Ava n'avait jamais eue et l'amie dont Emma avait désespérément besoin. « Il est là », dit Patricia d'une voix douce, sans jugement, juste une constatation. Emma prit le champagne mais n'y but pas. « Où ça ?» « À la table du fond, dans le coin », répondit Patricia du regard. Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Plus petit que dans mon souvenir. » Emma savait que Tyler viendrait. Elle s'était assurée que l'invitation lui parvienne par des voies incontournables, mais elle n'en avait pas encore parlé à Ava. Elles en parleraient plus tard. Mais ce soir-là, il s'agissait d'autre chose. La salle de bal était remplie de donateurs, de militants, de célébrités qui avaient fait de la Fondation leur cause de prédilection, mais aussi des personnes qui avaient réellement bénéficié de l'aide, des mères qui avaient reconstruit leur vie, des enfants qui avaient grandi en bonne santé grâce à la bienveillance d'autrui. Emma avait insisté sur cette mixité dès le départ, ce qui donnait à ces galas des allures de réunions de famille plutôt que de soirées mondaines. Le père Thomas Riley, âgé de 91 ans et se déplaçant lentement avec une canne, s'approcha d'Emma. Il avait assisté à tous les galas, mais sa présence était bien plus qu'une simple formalité. Il avait été le premier à montrer à Emma que la bonté existait encore et elle ne l'avait jamais oublié. « Tu as construit quelque chose d'extraordinaire, » dit-il, les yeux embués. « Ta mère serait si fière. »« J'aurais tellement aimé qu'elle le sache, » dit Emma. Mais la douleur d'antan s'était atténuée, enveloppée par des années de guérison concernant son père, concernant tout cela. Elle est morte en pensant avoir été rejetée. Mais Gordon a passé ses dernières années à la rechercher. Elle le sait maintenant, dit le père Riley avec la certitude de la foi. Et elle veille sur vous deux. Les lumières s'atténuèrent, mais un projecteur illumina Ava sur scène. La fille d'Emma avait étudié les relations internationales à Columbia, mais elle avait aussi passé ses étés à travailler dans les bureaux de terrain de la Fondation, non pas comme une simple observatrice, mais comme bénévole, dormant dans les mêmes conditions que tout le monde, mangeant la même nourriture, affrontant les mêmes difficultés. Elle avait hérité de la détermination de sa mère, mais avait été épargnée par le traumatisme qui l'avait forgée. « Il y a 20 ans », commença Ava, mais sa voix résonna dans la salle de bal silencieuse. « Ma mère a été abandonnée à son sort dans la neige avec un bébé de 5 semaines. Elle n'avait ni nourriture, ni chauffage, ni espoir,
Mais elle possédait quelque chose qu'on ne pouvait lui enlever. Le refus catégorique de laisser la cruauté avoir le dernier mot. Ce soir, je veux vous raconter ce qu'elle n'a jamais dit publiquement à personne. Toute l'histoire de ces 3 jours, mais aussi ce qui s'est passé ensuite. Emma sentit son souffle se couper, mais elle avait approuvé le discours d'Ava plus tôt. Elles y avaient travaillé ensemble pendant des mois, au cours de conversations douloureuses mais nécessaires. Le silence régnait dans la pièce pendant qu'Ava parlait, mais Emma voyait bien que les gens se penchaient en avant, captivés. Ava évoqua l'appartement, mais aussi le père Riley de l'église Saint-Michel. Elle mentionna la protection indéfectible de Patricia Rothman, mais aussi les médecins et les nutritionnistes qui avaient sauvé sa mère du désespoir. Elle décrivit concrètement le travail de la fondation, les logements construits, les repas servis, les victoires juridiques remportées. Mais elle partagea aussi des lettres de mères sauvées, d'enfants en bonne santé, de familles restées unies alors qu'elles auraient pu être détruites. « Voici ce que ma mère m'a appris », dit Ava. Mais maintenant, sa voix était plus forte, plus passionnée. La justice n'est pas une question de vengeance. Il s'agit de faire en sorte que ce qui vous est arrivé n'arrive à personne d'autre. Il s'agit de transformer le pire moment de votre vie en une source de salut pour autrui. C'est ce qu'a fait la Fondation Whitfield. Mais c'est aussi ce que chacun d'entre vous peut faire dès demain. Les applaudissements étaient tonitruants, mais Emma ne regardait pas la foule. Son regard était fixé sur la table du fond, dans le coin, où Tyler Bradford était assis seul. Il avait mal vieilli, mais ce n'était pas tout à fait juste. Il avait vieilli comme quelqu'un qui avait passé 20 ans à vivre avec les conséquences de ses actes. Ses cheveux étaient gris, mais c'était le genre de grisonnement dû au stress plutôt qu'à un vieillissement digne. Il avait maigri, mais cela le rendait émacié plutôt qu'athlétique. Il portait un costume élégant, sans être cher. Emma voyait pourtant qu'il avait été soigneusement entretenu. Peut-être le même costume qu'il avait porté lors d'autres événements où il espérait retrouver un fragment de la vie qu'il avait perdu. Tyler avait été libéré de prison 18 ans auparavant. Mais sa condamnation avait anéanti toute la carrière qu'il avait bâtie sur des mensonges. Il avait occupé divers postes administratifs intermédiaires, sans jamais atteindre ses aspirations d'antan. Il ne s'était jamais remarié, mais les enquêteurs d'Emma avaient rapporté qu'il avait eu plusieurs relations qui s'étaient mal terminées lorsque les femmes avaient découvert son passé. Il vivait seul dans un appartement à loyer modéré dans le Queens, mais il n'avait jamais eu d'ennui. Emma ne savait pas si c'était par véritable volonté de se reprendre en main ou par simple épuisement. Elle l'avait invité pour une raison, mais ce n'était pas par cruauté. Après le discours d'Ava, après l'ovation debout, après que les donateurs eurent promis 340 millions de dollars supplémentaires pour la fondation à la somme exacte qu'Emma avait gagnée grâce à ses 3 petits boulots précaires, mais multipliés par un impact significatif, Emma se dirigea vers la table de Tyler. Il se leva en la voyant approcher, mais son mouvement était hésitant et son visage trahissait une réelle émotion. Peur. Emma, dit-il, mais le mot sortit comme un charabia. Je ne pensais pas que tu voudrais vraiment me voir. Je suis venue parce que l'invitation le disait. Je sais ce qu'elle disait, l'interrompit doucement Emma. Assieds-toi, je t'en prie. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, mais le silence s'étira longuement. Emma observa l'homme qui avait jadis contrôlé sa vie, mais ce qu'elle ressentait n'était plus de la colère. C'était plutôt de la curiosité, comme si elle regardait un inconnu qui partageait par hasard un passé avec une personne qu'elle avait été. « Pourquoi m'as-tu invité ?» finit par demander Tyler, d'une voix faible et abattue. « Parce qu'Ava me l'a demandé », répondit simplement Emma. « Elle te connaît depuis toujours. Je ne lui ai jamais menti sur ce qui s'est passé, mais il y a quelques mois, elle m'a demandé si tu avais essayé de me contacter, de t'excuser ou de réparer tes erreurs. Je lui ai dit que tu m'avais écrit au fil des ans, mais que je n'avais jamais répondu. » Les mains de Tyler tremblaient sur la table. Je pensais sincèrement chaque mot de ces lettres, mais je savais que je n'avais aucun droit d'attendre quoi que ce soit de toi. J'ai tout détruit, Emma. Je le sais. Je vis avec ce poids chaque jour. Tu comprends pourquoi tu as fait ça ? Demanda Emma. Mais sa question était sincèrement curieuse, sans aucune accusation. J'ai passé 20 ans à essayer de comprendre, mais je n'ai jamais réussi à concilier la personne qui a franchi cette porte avec celle qui m'a envoyé des fleurs et m'a supplié. Tyler resta longtemps silencieux, mais lorsqu'il prit la parole, sa voix était empreinte d'une profonde lucidité.
J'étais terrifiée à l'idée d'être ordinaire. Toute ma vie, j'avais bâti mon identité autour de l'idée d'être spéciale, de réussir, d'être le genre de personne qui méritait des choses extraordinaires, mais ce n'était qu'une façade. Quand j'ai vu cette lettre concernant ton héritage, j'ai paniqué car j'ai compris que tu allais devenir véritablement extraordinaire. Mais moi, je n'étais encore que moi, une imposture. Alors, je me suis persuadée d'agir de façon stratégique. Mais en réalité, je fuyais simplement mon propre sentiment d'inadéquation. Et maintenant? Demanda Emma. Maintenant, je suis assistant administratif de 54 ans dans une association qui aide les anciens détenus à se loger, répondit Tyler. Mais il n'y avait aucune trace d'apitoiement sur lui-même dans sa voix. Je gagne 42 000 $ par an, mais je vis simplement. Je fais du bénévolat dans une soupe populaire le week-end, mais je ne dis à personne qui je suis ni ce que j'ai fait. Je viens et je travaille, c'est tout. Je suis en thérapie depuis 16 ans, mais je ne sais toujours pas si je suis capable d'un véritable changement ou si je ne fais que jouer un rôle. Emma assimila ces paroles, mais elle se surprit à le croire, non par naïveté, mais parce que les années lui avaient appris à distinguer l'humilité sincère des remords fins. Ava veut te rencontrer, dit-elle doucement. Non pas parce qu'elle désire un père, elle n'en a jamais eu besoin. Et franchement, tu as perdu ce droit depuis longtemps. Mais parce qu'elle veut comprendre d'où elle vient. Et aussi parce qu'elle étudie la justice réparatrice et croit que les gens sont plus que le pire acte qu'ils aient commis. Les yeux de Tyler se remplirent de larmes, mais il ne fit aucun geste pour les essuyer. Je ne mérite pas ça. Non, acquiesça Emma. Mais c'est peut-être justement pour ça que c'est important. Ava n'a pas vécu le traumatisme auquel j'ai survécu, mais elle a grandi avec son héritage, ses fondements, son travail, la conscience que sa mère a été laissée pour morte. Elle aurait pu grandir en colère, mais elle a préféré être déterminée à briser ce cycle. Peut-être que notre rencontre y contribuera. Qu'est-ce que tu veux de moi? Demanda Tyler, mais sa question sonnait désespérée, perdue. Emma réfléchit un instant, puis répondit d'une voix ferme. Je veux que tu lui dises la vérité. Pas la version qui te met en valeur. Pas les omissions stratégiques, mais la vérité, toute la vérité, sur les raisons de ton départ et sur ce qui te passait par la tête. Je veux que tu répondes à toutes ces questions. Mais je tiens aussi à ce que vous compreniez que ce n'est pas une question de rédemption. Vous ne repartirez pas de cette réunion avec le sentiment d'être pardonné ou d'avoir trouvé une forme d'apaisement. Il s'agit de la guérison d'Ava, pas de la vôtre. Tyler acquiesça, mais son visage trahissait sa compréhension. Quand? Demain, si vous le souhaitez. Déjeuner dans un restaurant près de Columbia. Un lieu public et neutre. J'y serai, Patricia aussi. Il y aura de la sécurité. Si Ava veut partir, on part. Mais on n'aura pas droit à une seconde chance. Je comprends, dit Tyler. Emma, je sais que je n'ai pas le droit de dire ça, mais... Emma l'interrompit doucement. Quoi que tu aies à dire, garde-le pour Ava. Elle mérite ta sincérité bien plus que je ne mérite tes excuses. Emma se leva pour partir. Mais Tyler reprit la parole. Tu es devenu tout ce que je prétendais être. C'est ça qui me fait le plus mal, pas ce que j'ai perdu, mais savoir que tu en étais toujours capable, et que j'étais trop brisée pour le voir. Emma le fixa longuement. La différence entre nous, Tyler, n'était pas une question de compétence, mais de caractère. Tu as fait des choix qui te plaçaient au-dessus de tout le monde. Moi, j'ai fait des choix qui plaçaient Ava au-dessus de tout. Ce n'est pas de la vertu, c'est simplement de l'amour. J'espère que tu as compris ce que cela signifie vraiment. Elle s'éloigna, mais elle se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le déjeuner du lendemain se déroula comme Emma l'avait promis. Public, neutre, soigneusement supervisé. Ava arriva la première, mais sa nervosité était palpable. Elle ajustait sans cesse sa montre, un geste qu'Emma reconnut comme le signe distinctif de sa fille face à une situation difficile. Tyler arriva à l'heure pile, mais il semblait plus petit, comme si le poids de la réunion l'avait physiquement comprimé. Quand Ava l'aperçut, Emma vit le visage de sa fille passer par toutes les émotions. Curiosité, colère, tristesse, détermination, avant de se figer dans une expression presque scientifique. Elles parlèrent pendant 2 heures, mais Emma écouta surtout. Ava posa les questions difficiles. Pourquoi es-tu partie? Nous as-tu jamais aimés? Comprends-tu les conséquences de tes choix?
Mais Tyler répondit avec une sincérité bouleversante. Il ne se défendit pas, mais il ne s'apitoya pas non plus sur son sort. Il dit simplement la vérité, mais la vérité était laide, complexe et profondément humaine. À un moment donné, Ava lui demanda « Si tu pouvais revenir en arrière, que ferais-tu différemment ?» Tyler y réfléchit longuement. « Tout », répondit-il finalement. Mais c'est une réponse trop facile. Pour être tout à fait honnête, j'aurais voulu être quelqu'un d'autre. Quelqu'un capable d'aimer sans calcul. Quelqu'un qui te verrait comme ma fille, et non comme un obstacle à mes projets. Mais je n'étais pas cette personne à l'époque, et je ne sais pas si je le suis encore aujourd'hui. J'espère que oui, mais espérer ne signifie pas savoir. Ava acquiesça. Emma voyait bien que sa fille réfléchissait à tout cela avec l'esprit analytique aiguisé qu'elle avait hérité d'elle, mais qu'elle avait perfectionné au fil des années d'études et d'expérience. « Je ne te pardonne pas », finit par dire Ava. Mais sa voix n'était pas cruelle. Elle était simplement honnête. Peut-être un jour, peut-être pas. Mais je te comprends mieux maintenant. Cette compréhension n'efface pas ce que tu as fait. Elle le rend simplement plus tragique. Je sais, dit Tyler. Et c'est plus que je ne mérite. Ils se séparèrent sans promesse de se revoir, mais sans pour autant fermer définitivement la porte. Emma regarda Tyler s'éloigner sur Broadway, mais elle sentit Ava lui prendre la main, la poigne ferme et assurée de sa fille. « Comment te sens-tu » demanda Emma. « Comme si je venais de rencontrer un personnage d'une histoire que je connais depuis toujours, » répondit Ava pensivement. « Il est réel, mais il est aussi exactement comme tu me l'as décrit. Je suis heureuse de l'avoir rencontré, mais je suis aussi heureuse d'avoir grandi sans lui. » « C'est clair ?» ?»« Parfaitement clair, » répondit Emma. Mais elle serra sa fille contre elle. Ce soir-là, de retour dans le Penthouse qui avait été le foyer d'Emma pendant 20 ans, mais qui lui avait toujours semblé un espace emprunté, Emma et Ava étaient assises sur le balcon surplombant la ville. Les lumières étaient magnifiques, mais Emma se surprit à penser à cet appartement du rez-de-chaussée, aux fenêtres givrées, à la neige qui tombait épaisse et menaçante. « Maman, » demanda doucement Ava, « regrettes-tu parfois de ne pas l'avoir repris ? Pas par amour, mais juste pour avoir un père. » Emma réfléchit à cette question avec tout le sérieux qu'elle méritait. « Non, » finit-elle par dire, « parce que le reprendre t'aurait appris qu'aimer, c'est accepter la cruauté. Mais t'élever sans lui t'a appris qu'aimer, c'est protéger ce qui compte le plus. Tu es devenu extraordinaire, non pas malgré son absence, mais parce que j'ai refusé de laisser ses choix définir notre avenir. » « Je suis fière de toi, » dit Ava. Mais ces mots résonnaient. Pour avoir survécu, certes, mais aussi pour avoir bâti quelque chose de beau à partir de quelque chose de terrible. C'est ça le véritable héritage, maman. Pas l'argent, mais l'exemple. Emma sentit des larmes lui monter aux yeux. Mais c'étaient des larmes de joie, des larmes apaisantes. « Tu vas faire encore mieux que moi, » dit-elle. « Parce que tu pars d'une position de force plutôt que de simple survie, mais tu comprends aussi ce que signifie lutter. Cette combinaison est puissante. »« On le fera ensemble, » dit Ava. « Pendant encore 20 ans, mais j'espère plus longtemps. Le travail n'est pas terminé. »« Non, » acquiesça Emma. « Mais ce soir, soyons simplement reconnaissants du chemin parcouru. » Elles restèrent assises dans un silence paisible, tandis que les lumières de la ville scintillaient en contrebas. Emma pensa à toutes les mères et tous les enfants que ces lumières représentaient. Certains épanouis, d'autres en difficulté, d'autres encore menant des combats que personne ne connaîtrait jamais. La Fondation poursuivrait son œuvre. Elle aussi, car la femme abandonnée à son sort dans la neige avait compris que la plus grande victoire n'était pas de survivre au froid, mais de faire en sorte que personne d'autre n'ait jamais à l'affronter seul. 20 ans avaient passé, mais le souvenir de ces 3 jours restait vif, précieux même, car ils avaient forgé tout ce qui avait suivi. Tyler lui avait appris ce qu'il fallait éviter, mais Ava lui avait appris ce vers quoi construire, et au final, c'était cette histoire qu'Emma voulait raconter. Non pas la tragédie de la trahison, mais le triomphe de la transformation. La neige tomberait à nouveau cet hiver, comme toujours, mais Emma la contemplerait bien au chaud et en sécurité, sa fille à ses côtés, un héritage se dessinant devant elle comme une promesse tacite. Et quelque part dans le Queens, Tyler Bradford regarderait la neige tomber et repenserait à la vie qu'il avait gâchée. Mais peut-être, qui sait, penserait-il aussi à l'homme qu'il pourrait encore devenir. La question n'était pas de savoir s'il méritait la rédemption,
mais s'il était assez courageux pour la rechercher sans rien attendre en retour. Seul le temps pourrait répondre à cette question. Mais Emma avait appris que certaines questions valaient plus que leurs réponses. Elle serra Ava contre elle, inspira l'air froid qui n'inspirait plus aucune terreur et sourit à l'avenir, incertain, semé d'embûches, mais entièrement à leur portée. L'héritage leur avait apporté des ressources, mais la lutte leur avait donné un but.